Le Témiscamingue regorge de faits historiques, de moments importants et de diverses actualités de tout genre. Puisqu'il est facile d'oublier le passé, TV Témis veut mettre en valeur et faire redécouvrir notre patrimoine écrit. Voici Histoire mot à mot, épisode 1, l'éducation. Extrait de Fabre, son histoire et ses gens, 1890 à 1990, de Marc Riopel du comité du centenaire de Fabre. Pendant 5 ans, la gestion de l'éducation au Témiscamingue est séparée en deux. Le niveau secondaire relève de la Commission scolaire régionale du Cuivre et le niveau primaire de la Commission scolaire Lac-Témiscamingue. Cependant, depuis quelques années, plusieurs intervenants réclament la gestion complète de l'enseignement au Témiscamingue. Après plusieurs luttes et discussions intenses, le ministère de l'Éducation accorde au Témiscamingue la gestion complète des 2 niveaux d'enseignement. Ainsi, la nouvelle commission scolaire du Lac-Témiscamingue voit le jour le 1er juillet 1975. Depuis ce temps, elle administre l'enseignement primaire et secondaire au Témiscamingue. Examinons maintenant plus en détail le fonctionnement de l'éducation à la campagne à l'époque des écoles de rang. Les écoles de rang présentent plusieurs particularités par rapport aux écoles actuelles. Elles se distinguent par les classes à degrés multiples, le personnel enseignant et l'état physique du bâtiment. L'institutrice enseigne à des élèves de première à 7e année. Elle compte souvent entre 30 et 40 élèves dans sa classe. Lorsque le niveau est trop élevé, on divise le groupe en deux. La classe des petits comprend le cours préparatoire, la première et la 2e année, la classe des grands de 3e à la 7e année. L'institutrice partage son temps entre les différents degrés académiques. Elle travaille avec les élèves de première année, par exemple, et pendant ce temps, les autres s'occupent à faire des travaux. Une fois la leçon montrée aux élèves de première, elle leur donne du travail et passe ensuite à la 2e année et ainsi de suite. Les élèves vont à l'école de rang à pied. Ils parcourent jusqu'à 3000 soir et matin, l'hiver comme été, pour s'y rendre. Ceux qui demeurent loin utilisent un traîneau et des chiens pour faire le trajet. Les élèves fréquentent l'école en moyenne jusqu'à l'âge de 13 ans environ. Les garçons vont ensuite travailler au chantier avec leur père, tandis que les filles aident leur mère à la maison. D'autres poursuivent leurs études, dont en majorité des filles. Celles-ci étudient pour devenir institutrices, infirmières ou religieuses. Les garçons, de leur côté, se dirigent vers les professions libérales, médecins, notaires, avocats, comptables, ou vers la prêtrise. Au début du siècle, quelques élèves doivent laisser l'école en 4e année parce que l'institutrice n'a que son cours de 4e année. Les écoles de rang comptent plusieurs élèves de la même famille. Il suffit qu'une famille soit nombreuse pour que plusieurs frères et sœurs se retrouvent donc dans la même classe, mais à des degrés différents. Ainsi, Marie-Rose Lapointe, enseignante à l'école numéro 3 de Fabre-Station entre 1936 et 1942, elle raconte qu'une année, elle se retrouve avec 8 Lapointe dans sa classe. Pendant la 2e moitié du 20e siècle, le personnel enseignant dans les rangs se compose uniquement de filles. Les rares hommes enseignent à l'école du village. Les commissaires d'école sont sévères sur les critères d'embauche des institutrices. Il faut absolument que l'institutrice soit célibataire. Si l'institutrice prévoit se marier au cours de l'année scolaire, les commissaires ne l'embauchent pas. Une fois mariée, celle-ci doit abandonner sa carrière d'institutrice. Plusieurs institutrices de Fabre ont dû abandonner avec regret leur poste à la suite de leur mariage. Les conditions de travail des institutrices dans les écoles de rang sont des plus rudimentaires. La sécurité d'emploi n'est pas à la mode. Les institutrices sont congédiées à la fin de chaque année scolaire, puis réembauchées l'automne venu. Elles demeurent dans leur école, dans un petit logement aménagé à cet effet. Un poêle à 2 ponts trône entre les 2 parties de l'école et sert à chauffer la bâtisse et à faire la cuisine pour l'institutrice. Au début des années 1940, le salaire s'élève à 250 $ par année et l'institutrice doit chauffer son école et faire le ménage de la classe. Elle peut aussi embaucher quelqu'un pour faire ses tâches, mais à ses frais. La commission scolaire fournit le bois de chauffage. Le roulement de personnel à la commission scolaire de Fabre est très élevé, comme dans les autres localités, rendant ainsi très difficile la mise sur pied d'un syndicat. À chaque année, les organisatrices syndicales doivent refaire le tour de toutes les institutrices pour obtenir leur adhésion au syndicat. Elles réussiront à fonder un syndicat des institutrices au Témiscamingue à la fin des années 50.
L'état physique des écoles de rang laisse souvent à désirer, surtout lorsqu'il s'agit d'une vieille école. Elle est alors beaucoup plus difficile à chauffer, bien sûr. Les toilettes, ou plutôt les bécosses, se situent à l'arrière de l'école. Les enfants doivent sortir à l'extérieur pour s'y rendre. L'institutrice qui étrenne la nouvelle école se trouve très chanceuse. La commission scolaire remplace l'école lorsque le bâtiment est devenu trop vieux. Extrait de Histoire de Lorrainville de Marc Riopel et le comité du centenaire de Lorrainville. Au cours du 20e siècle, selon le programme du département de l'instruction publique, le cours élémentaire se divise en 3 blocs. L'école élémentaire regroupe de la 1e à la 4e année, l'école modèle ou intermédiaire s'adresse aux élèves de 5e et 6e année, et l'école académique ou supérieure, ceux de 7e et 8e année. En 1923, le département élargit le cours primaire qui comprend dorénavant le cours primaire élémentaire de la 1e à la 7e année, le cours primaire complémentaire 8e et 9e année, auquel s'ajoutera le cours primaire supérieur de la 10e à la 12e année en 1929. Jusqu'au milieu des années 1910, les écoles de Lorrainville offrent uniquement des programmes du cours élémentaire. L'ouverture de l'école du village permet d'offrir le cours primaire intermédiaire. Pour plusieurs enfants, l'école se termine après la communion solennelle, cérémonie qui se déroule après la 4e année, du moins jusqu'en 1929, alors qu'elle se déroule dorénavant en 7e année. Les enfants de la campagne désirant poursuivre leurs études au-delà de la 4e année doivent se rendre à l'école du village de Lorrainville. Extrait de Histoire de Lorrainville de Marc Riopel et le comité du centenaire de Lorrainville. Une des premières particularités de l'éducation au village est que les jeunes lorrainvillois demeurent à proximité de l'école. Ils ne marchent donc pas de longue distance pour s'y rendre. Également, les classes ne contiennent qu'un niveau scolaire, contrairement aux degrés multiples que l'on retrouve dans les écoles de rang. En 1902, les commissaires embauchent un homme pour enseigner à l'école du village, située sur le lot 35B du rang 6 du canton du Hamel. L'augmentation constante de la population du village fait en sorte que l'école devient rapidement trop petite pour le nombre d'élèves. En 1913, les commissaires décident de construire une nouvelle école de 2 étages, ce qui entraîne le mécontentement de plusieurs contribuables. Une fois ce différend réglé, la nouvelle école accueille ses élèves en février 1914. Les commissaires confient alors la tâche à l'abbé Geoffroy, curé du village, de recruter une communauté religieuse d'enseignantes pour l'école du village. Ce dernier porte son choix sur les Sœurs de l'Assomption et 3 enseignantes prennent en charge cette école à la rentrée scolaire de 1914. Parallèlement, les commissaires obtiennent le statut d'école modèle pour l'année scolaire 1915-1916, ce qui signifie qu'ils embauchent une 3e religieuse enseignante et qu'ils offriront les cours de 8e et 9e année. En 1924, le nombre d'élèves fréquentant l'école du village s'avère plus élevé que sa capacité d'accueil. Les commissaires envisagent donc de construire une rallonge à l'école. Ils jonglent également avec l'idée de construire une résidence pour les religieuses adjacente à l'école. Ils en discutent avec les contribuables et on vote sur ces 2 propositions. La construction d'une résidence privée l'emporte par 3 voix de majorité. Ainsi, en 1927, la commission scolaire de Lorrainville reçoit l'autorisation d'emprunter 5 000 $ pour réaliser ce projet. Extrait du livre Souvenirs, Roulier, je me souviens, créé par un groupe de résidents de l'endroit. Je vais vous raconter un fait vécu, bien réaliste de l'époque. En plein hiver, par un temps glacial, 4 garçonnets de 6 à 11 ans d'une même famille arrivèrent à l'école. Le plus jeune portait des chaussures dans lesquelles la neige avait pris presque toute la place. Ses pieds et ses mains étaient rouges de froidure. Des bas, trop grands pour ses petits pieds, montraient des trous. Sa tuque, 2 fois trop grande pour lui, cachait 2 petites joues sur lesquelles ruisselaient des flots de larmes. Il était parti le dernier de chez lui. Il arriva donc le dernier à l'école. Il fallait agir. Que vais-je faire, pensai-je un instant. Ses chaussures, bas, manteau et tuque enlevés, je lui ai mis les pieds et les mains dans l'eau froide quelques moments. Je lui laisse une paire de chaussettes que je gardais pour moi-même pour voyager à l'école. Je l'enveloppe dans une grande couverture de laine. La chaleur remplaça le froid et il était sauvé.
Vous ne pouvez comprendre combien j'étais heureuse d'entendre rire ce petit garçon. Quand ses bas furent lavés et séchés, je pris une demi-heure sur l'heure du dîner afin de les repriser. Je tressai avec de la laine des lacets pour ses chaussures. Il était fier comme un petit roi. Durant la récréation de l'après-midi, j'ai osé, avec les ciseaux, enlever une pointe de sa tuque afin qu'elle coiffe correctement sa tête. Quand la classe fut terminée et les enfants repartis chacun chez eux, je ressentis un petit remords. Peut-être me suis-je trop hasardée, me disais-je. Cependant, je savais qu'à la maison, il y avait 4 autres bambins et qu'un bébé allait naître bientôt. Pour moi, la nuit fut très longue, mais fausse illusion. Il n'y eut aucune mauvaise répercussion de la part des parents. Rédigé par Mme Annette Bédard-Saint-Onge, institutrice de 1934 à 1936. Extrait de Au tournant de ma route de Mme Hélène Godette-Lessard. Avec 12 enfants à la maison, ma mère n'avait ni le goût ni le désir d'ajouter dans notre espace vital un chat, un chien ou un quelconque animal de compagnie. Sauf que, un beau jour, mon frère René, qui avait déniché un certain travail forestier pour l'été, revient à la maison avec une toute jeune corneille blessée et craillant à plein bec. On n'allait tout de même pas la retourner dans la forêt, ou pire encore, la tuer. Maman se laisse donc attendrir et accepte que nous tentions de réchapper ce volatile qui, bien sûr, voudra déguerpir de nos griffes dans le plus bref délai. Notre bonne volonté et nos soins assidus ont eu raison de la patte ou de l'aile cassée de la pauvre bête. Mais, miracle inouï, Coco la corneille ne voulut point réintégrer le domicile de ses parents suite à sa guérison. Nous sommes donc devenus les parents adoptifs de Coco. Cet été-là, tout le village eut vent de notre vie turbulente en compagnie d'un oiseau qui avait découvert son Pérou. Coco développa tout un système d'autorité sans faille. Très tôt le matin, elle s'empressait de réveiller mes sœurs en se penchant sur le rebord de la fenêtre et en réclamant son repas. Coco poussa l'audace jusqu'à pénétrer dans l'église, pendant que le curé célébrait sa messe matinale et, crime impardonnable, elle tenta de voler l'hostie durant l'élévation. Évidemment, le bon curé Lachapelle la poursuivit jusqu'au jubé. Mais plus rapide que son poursuivant, la corneille se hâta de prendre la porte et de se retrouver en sécurité chez nous. Les défauts de notre Coco devinrent plus évidents à mesure que les jours s'écoulaient. Elle devint voleuse dans le sens de prendre nos biens et de les cacher. À mesure que maman étendait son linge sur la corde, la corneille lui enlevait les épingles à linge des mains et dispersait dans la nature. Le jour où elle s'enfuit avec une paire de ciseaux qu'on retrouva beaucoup plus tard dans une corde de bois chez la voisine, ma mère décida que 12 enfants causaient moins de complications que Coco et que assez, c'est assez. Quelqu'un s'occupa d'expédier notre merveilleuse corneille à quelques 10 kilomètres de la maison, dans un rang, à la façon d'un conte de Perrault. Elle pourrait, tout à loisir, retrouver la compagnie de ses congénères. Un peu plus tard, ce même été, mon jeune frère Jean-Louis travaillait pour la voirie sur la route de la Petite-Rivière. À l'heure du dîner, alors qu'il mangeait avec son équipe au bord de la route, il aperçut sur un poteau de clôture, tout près, une corneille qui semblait fascinée par ce groupe de travailleurs, mais sans doute encore plus par leur lunch. Il lui lança un « Salut, Coco !» Et voilà que le volatile vint se percher sur son épaule, à l'immense surprise du groupe d'hommes. Bien sûr que ce miracle du gars qui parle aux corneilles fit sensation. Un des cultivateurs décida d'adopter Coco qui l'amena sur sa ferme. Elle fut heureuse, semble-t-il, jusqu'au jour où elle vola un boulon quelconque du séparateur à lait de l'agriculteur, obligeant ce père adoptif de courir chez son voisin 1 kilomètre plus loin, 2 fois par jour, aller-retour lors de la traite pour emprunter le boulon manquant afin de faire l'écrémage du lait. C'est la dernière des péripéties de notre été en compagnie de Coco. Le cultivateur s'est débarrassé à tout jamais de notre corneille. Cependant,
Nous avons gardé de bons souvenirs de la présence inusitée d'une simple corneille noire qui s'était entichée de ses sauveteurs et qui a rajouté une couleur différente au sens que le mot « adoption » signifiait pour nous. Extrait de Histoire de Lorrainville par Marc Riopel et le comité du centenaire de Lorrainville. La première école du Témiscamingue ouvre ses portes à la Mission Saint-Claude en 1866 sous la direction des Sœurs de la Charité d'Ottawa. Quelques 20 ans plus tard, ces dernières déménagent leur école dans un petit local de l'hôpital de Ville-Marie. À cette époque, pratiquement seulement les enfants du village de Ville-Marie fréquentent cette école, puisque les parents de Lorrainville, par exemple, ne peuvent y transporter quotidiennement leurs enfants. La progression du mouvement de colonisation entraîne ainsi de nouveaux besoins en matière d'éducation pour les familles de colons, dont celui de fonder une commission scolaire afin de mettre sur pied et d'administrer un système d'éducation pour l'ensemble de la colonie du Témiscamingue. Tandis que les habitants du Témiscamingue et de Lorrainville travaillent à structurer un système éducatif, les élites religieuses et civiles québécoises débattent de la question de l'instruction publique gratuite et obligatoire. Pendant ce temps, les commissions scolaires locales assument en majeure partie le financement de l'éducation de leurs enfants. Les habitants des cantons de Duhamel, Guigues et Laverlechère fondent en 1889 la commission scolaire de Témiscamingue. Ses premières tâches consistent à doter les 3 petits villages de colonisation, Ville-Marie, Guigues et Lorrainville, d'un système scolaire, en particulier de construire des écoles et d'embaucher des institutrices. L'augmentation de la population des localités engendre la formation de commissions scolaires locales, parallèlement à la mise sur pied de municipalités. Guigues fonde sa commission scolaire en 1897, suivie par Ville-Marie l'année suivante. La commission scolaire de Témiscamingue poursuit ses activités en administrant l'éducation sur un territoire regroupant Lorrainville, Laverlechère, Béarn et Duhamel-Ouest. Ces 3 dernières forment leur propre commission scolaire locale entre 1906 et 1910. Puis, le 16 juin 1912, la commission scolaire de Témiscamingue cesse légalement ses activités au profit de la nouvelle commission scolaire de Notre-Dame-de-Lourdes de Lorrainville. Extrait de Fabre, son histoire et ses gens, 1890 à 1990, de Marc Riopel et le comité du centenaire de Fabre. L'éducation des adultes par Micheline Thérien. Depuis les débuts, une forme d'apprentissage rejoint les gens dans leurs préoccupations. C'est l'éducation des adultes. Dans les années 1940 à 1960, des techniciennes du ministère de l'Agriculture répondent aux demandes des cours formulées par les dames du Cercle des fermières. Ces cours, axés principalement sur l'art culinaire, la culture, le tissage et le jardinage, visent à faire de nos mères et leurs filles d'excellentes femmes de maison. L'unité sanitaire offre aussi des cours de premiers soins pour soigner les malades et les vieillards à domicile. Pour les cultivateurs qui en font la demande, les agronomes conseillent et surveillent de près les cultures et l'élevage des animaux. Tous les cours ont pour but d'augmenter la production et la rentabilité de la ferme. En 1972, naît le CREPT, le Comité régional d'éducation populaire au Témiscamingue. Un comité local assume la responsabilité, l'organisation et l'administration des budgets offerts par le service de l'éducation des adultes de la commission scolaire. La première responsable est Denise Lapierre. Lui succèdent Denise Drouin, Lorraine Desrochers et Thérèse Dubois. Aidées de leur comité, elles obtiennent pour les gens de Fabre une variété de cours tels la culture maraîchère, la décoration intérieure, le dépannage auto, l'animation populaire, le bricolage, la danse, la lecture de boussole, la comptabilité, la psychologie de l'adolescent, le cuir, la couture et le dépannage en coiffure. L'Association féminine d'éducation et d'action sociale offre à ses membres par son comité de cours de la formation sur les procédures d'assemblée, des cours de formation sociale, de psychologie de la petite enfance et d'autres. De plus,
Elle servait et sert encore aujourd'hui de véhicule promotionnel pour tous les autres cours offerts par le CREPT, le Centre de main-d'œuvre, cours de secrétariat, et la Caisse populaire, cours Comment joindre les deux bouts. De 1979 à 1981, on parle d'atelier ouvert. À l'intérieur de cet atelier particulièrement orienté sur l'artisanat, les personnes ressources proviennent du milieu et partagent leurs connaissances aux personnes intéressées à apprendre le tricot, le macramé, la couture, le bricolage, les soins de la peau, etc. En 1980, le CREPT cède sa place à ORDET, Organisme régional de développement Éduco-Témis. Ce nouvel organisme met l'accent sur la formation personnelle, sociale et culturelle, tout en délaissant graduellement l'artisanat. Voici un extrait d'Année d'exception par Guillaume Beaulieu. Jimmy Hunter, 71 ans. Nous sommes en 1967. Jimmy traîne sa jeunesse sur les routes d'un peu partout, au gré d'où l'on l'envoie depuis ses 6 ans dans les pensionnats du nord du Québec et de l'Abitibi. On a exigé de lui qu'il apprenne la langue Anishinaabe, bien sûr, mais aussi le cri, l'anglais, puis le français. Il a 11 ans et son père, qui était en deuil de sa femme morte lors d'un accouchement périlleux, s'est finalement remarié. Il habite à Wonowe, dans l'extrême-est du Témiscamingue, même s'il a grandi avec ses enfants près de Rapid-7, plus loin au nord-est, où habite encore son propre père. Jimmy habite dans la maison de son père à ce moment où il n'aime pas l'ambiance de la maisonnée. En fait, il n'a qu'une idée en tête, fuir au plus vite pour aller retrouver la bonne vie d'avant avec son grand-père au bord du lac Nodier, près du Rapid-7, où il a été élevé en partie. Aller rejoindre cet homme attentionné qui saurait le comprendre et lui montrer comme avant à vivre sa culture autochtone. Il sait que déserter serait incompréhensible pour son père, mais son envie le prend dans les tripes. Elle le prend au point où il esquisse les plans d'une fuite juste avant la journée d'école du lendemain. Il en parle à des amis en leur faisant promettre de ne rien dire, ce qu'ils firent. Aux premières lueurs, il se lance donc dans une échappée fantastique, sans carte, en direction du bois, avec pour seul bagage son sac d'école. Court-il avec la mort aux trousses? Non. Jimmy gonfle son torse et plante son nez au ciel pour faire confiance à ses instincts. Sa boussole intérieure le guidera vers ce lac long où son grand-père saura sans doute l'accueillir dans son camp bien chaud. Il s'accroche à cette pensée. Il fait beau, très beau, et la nature dégèle lentement. Au détour d'un petit sentier, dans la forêt dense, il voit là de providentielles raquettes plantées dans la neige, oubliées par quelqu'un. Ont-elles été placées là par un ami qui savait depuis la veille qu'il en aurait besoin? Jimmy ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est qu'elles lui vont à merveille, même si elles lui serrent un petit peu le dessus du pied. Il ménage donc ses forces tant bien que mal jusqu'à ce qu'il arrive à un ancien camp de bûcherons fermé. En parvenant à se glisser à l'intérieur, il fouille dans la cuisine pour y découvrir du pain gelé qu'il mange avidement. De vieux conseils résonnent en lui. Ne jamais manger de neige durant l'hiver. Ça étanche la soif, mais ça fait perdre ton énergie. Il s'arrête en après-midi dans une clairière, se couche sur le dos, savoure le soleil qui le suit fidèlement et songe à ce qu'il va chercher chez son grand-père. Il sait que dormir dans cette situation n'est pas une bonne idée. Se reposer seulement vaut mieux. En 1967, dans cet environnement sans chemin forestier ni repère, il fonce sur des collines qu'il escalade. Presque rendu au sommet, un glissement de neige le fait reculer pour défaire son chemin. Il n'abandonne pas et s'accroche les pieds plus solidement encore et parvient finalement à surpasser toutes les collines rencontrées. Après plusieurs dizaines de kilomètres, il débouche enfin sur le fameux lac Nodier et le remonte par la rive jusqu'à la noirceur complète. Malgré les passes d'eau vive, il fait confiance à son instinct pour traverser le lac à un endroit sûr. Entrevoyant au bout du lac la lumière allumée de la cabane de son grand-père, il décroche ses raquettes et court bientôt sur le sentier avec ce qui lui reste d'énergie pour se lancer vers la lumière. Cognant à la porte, ce dernier ouvre, lui sourit et l'accueille comme il le souhaitait.
à la différence qu'il ne croit pas qu'il soit venu seul sans carte. Il a réussi l'impensable du haut de ses 11 ans, investi d'un instinct fort et grand. Après une bonne nuit de sommeil et des questions dans le voisinage, on se rend compte qu'il dit vrai et c'est à ce moment que le père de Jimmy le retrouve à l'aide de ses traces alors qu'il se déplace pour sa part en traîneau à chien. Après une bonne discussion entre les deux adultes, ils s'entendent pour laisser Jimmy vivre avec son grand-père jusqu'à l'automne pour le retour à l'école. D'ici là, plus d'école formelle pour lui, mais de fabuleux enseignements de son grand-père qui l'amènent à la trappe. Il lui parle de quelques prophéties entourant la qualité de la nourriture qui va se dégrader dans les années à venir, le bleu du ciel qui vire au bleu-gris avec les années qui passent et l'autorité officielle qui changera d'habit mais qui restera contraignante. Il parle de l'inondation des terres à cause des barrages des Blancs par 2 fois. Jimmy a même l'occasion de voir des arbres debout que l'eau recouvre complètement. Il nourrit les menées avec les restes de son gruau matinal pour redonner à la vie. Il vit une immersion dans sa langue d'origine et ça le ressource à un point que vous ne pouvez imaginer. Les difficultés et les reculs à flanc de montagne rencontrés lors de son expédition sont semblables au reste de sa vie. Avec détermination, il est parvenu au vrai but qui importe. Extrait du journal Le Reflet du 20 octobre 2015, un article de Francis Prudhomme. Les premières démarches dans le but de l'obtention d'une commission scolaire dans le canton de Fabre remontent à 1903. Une demande officielle est faite au surintendant de l'instruction publique au mois de mai. C'est donc en juin que celui-ci recommande la formation d'une commission scolaire pour le canton de Fabre dont les limites sont les mêmes que celles du canton. Au mois de juillet, une assemblée générale des contribuables de la municipalité se déroule pour élire les commissaires d'école. Le tout se tient dans la chapelle sous la présidence du père Pelletier. Une fois qu'ils sont élus, les nouveaux commissaires tiennent une assemblée où 2 points figurent à l'ordre du jour: la nomination d'un président et l'embauche d'un secrétaire trésorier. Une des premières tâches consiste à ouvrir une école et de fait même à procéder à l'embauche d'une institutrice. La première école ouvre ses portes dans le village en 1903. Il s'agit à ce moment de la seule école dont tous les enfants du canton s'y rendent. Dans le jargon des commissaires, elle est appelée l'école numéro 1. Époque oblige, bien des bambins devront s'y rendre à pied. L'année suivante, l'école numéro 2 voit le jour dans le rang de l'Arnouche. La numéro 3 naîtra 10 ans plus tard et sera située dans le rang de la station. L'école numéro 4 se retrouvera dans le rang du lac et une seconde école sera fondée dans le même secteur en 1946. En 1952, le nombre d'écoles dans le canton de Fabre s'élèvera à 7. De 1903 à 1970, uniquement 5 personnes assureront le rôle de secrétaire trésorier. Pour les mêmes années, la commission scolaire gère l'éducation à Fabre. Son rôle est d'embaucher les professeurs, construire et entretenir les écoles, leur fournir le mobilier et déterminer le taux de taxes scolaires. La Révolution tranquille engendrera des changements dans le secteur de l'éducation. Une des premières réformes survient alors que le département de l'instruction publique devient le ministère de l'Éducation du Québec. C'est en 1965 que sont créées les commissions scolaires régionales. Leur mandat, la gestion de l'enseignement de niveau secondaire. Au Témiscamingue, les commissions scolaires locales décident de s'unir et de former une seule et unique entité administrative chargée de s'occuper de l'enseignement primaire. Le 1er juillet 1970, la CSLT voit le jour. La commission scolaire de Fabre en fait partie. Un commissaire est chargé de représenter le secteur de Fabre et Béarn. C'était Histoire Mot-à-mot, une production de TV Témis avec les voix de Guillaume Beaulieu, conteur d'Abitibi-Témiscamingue et chevaucheur d'Orignal. Ghislain Roberge, acteur, animateur et metteur en scène. Odette Caron, comédienne et coordonnatrice du domaine bruit. Dominique Fortin, enseignante. Annie Larivière, directrice générale de CKVM à Radio-Témiscamingue. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d'une mesure du Plan culturel numérique du Québec.